Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toujours dans le cadre de nos programmes dédiés à la coopération Maroc-Espagne, et ce en marge de la réunion de haut niveau qui vient de se tenir à Rabat et qui s'est soldée par la signature d'une vingtaine d'accords, dont un sur la gestion migratoire. Nous consacrons ce soir justement notre émission à cette véritable pierre angulaire du partenariat entre la Porte de l'Afrique et celle de l'Europe. Car sur la lutte contre l'immigration irrégulière, Rabat est de fait le partenaire stratégique par excellence et l'allié incontournable de Madrid, voire de l'ensemble de l'Union européenne. Et pour preuve, depuis le retour à la normale des relations diplomatiques entre Rabat et Madrid, le nombre de migrants arrivant sur le territoire ibérique ou en tout cas déjà de façon illicite, a enregistré une baisse à 2 chiffres. En conférence de presse aujourd'hui à Rabat, le ministre espagnol des Affaires étrangères s'est félicité de ces avancées, déclarant en interview que, je cite, la gestion conjointe du flux migratoire irrégulier a permis une réduction significative, 31% des arrivées sur les côtes espagnoles au moment où toutes les routes migratoires de l'Afrique vers l'Europe connaissent une croissance exponentielle entre 60 et 150%. Mais les deux voisins ne comptent pas s'arrêter là, ils vont élargir le spectre de cette coopération migratoire. Et au-delà de renforcer les moyens financiers et logistiques de la protection des frontières, le Maroc et l'Espagne sont désormais déterminés à coopérer en matière notamment de mobilité professionnelle. Nous en parlons ce soir en compagnie de 3 experts aujourd'hui sur le plateau de Questions d'actu. Un plaisir renouvelé d'accueillir professeur Mehdi Aliwa, doyen de l'Institut d'études politiques à l'UIR, à l'Université internationale de Rabat. Bonsoir professeur Aliwa. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et pour représenter l'Université Mohamed V, chercheur au sein de l'Institut universitaire de recherche scientifique et que nous ne présentons plus, professeur Abdel Fattah Zine, bonsoir et merci de vous joindre à nous également. Bonsoir et merci. J'ai également le plaisir d'accueillir professeur Béatrice Messa, chercheuse et professeure affiliée au Center for Global Studies et les spécialistes en gestion de sécurité. Bonsoir, professeur Messa. Bonsoir, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Alors, puisque nous sommes en compagnie de 3 académiciens aguerris et de très haut niveau, on va commencer avec un peu de pédagogie, pour les moins avertis. Et pour commencer, une question très simple. Pourquoi le Maroc est un partenaire stratégique incontournable en ce qui concerne la gestion de flux migratoires? Je vais commencer par vous, professeur Zine. Alors, pourquoi le Maroc est intéressant dans cette question-là? D'abord, un peu la relation maroco-espagnole montre que depuis les 2 dernières années, à part depuis ce fameux quiproquo qui a poussé à une fragilisation de cette relation, on a pu remonter la pente. Et donc, le Maroc, d'ailleurs, selon la tradition espagnole, c'est toujours, quand on élit le Premier ministre, ou le chef de gouvernement plutôt, sa visite se fait pour le Maroc, sauf après ce quiproquo. La deuxième, c'est que la question où le Maroc, en gros, avec toutes ces questions, c'est une affaire qui est toujours présente dans les élections en Espagne. Et troisièmement, il y a bien sûr la relation historique et la proximité, le voisinage, le détroit de Gibraltar. Et donc, l'histoire entre le Maroc et l'Espagne. Donc, il y a beaucoup de choses qui lient l'Espagne et le Maroc, aussi bien l'héritage historique que la position géostratégique, que les relations de commerce et les relations, disons, sociopolitiques. Donc voilà, c'est vrai qu'à un certain moment, malheureusement, je l'ai dit plusieurs fois, que le Maroc a francophonisé le Maroc, c'est qu'à un certain moment jouait un rôle dans cette, disons, incompréhension entre guillemets entre Marocains et Espagnols, surtout les sociétés. Et aujourd'hui, ça pèse sur leurs relations. Mais on constate aujourd'hui, d'après le suivi en matière de formation, surtout au niveau supérieur, on voit que la coopération en matière d'enseignement
les familles marocaines s'orientent de plus en plus vers l'enseignement espagnol. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour les écoles espagnoles, on ne trouve pas de place. C'est beaucoup plus, la demande est très grande. Pourquoi? Parce que les Marocains ont connu que, à part le monde francophone, le monde latino et américo-latin, et même ibéro, parce que c'est facile quand on parle espagnol de parler le portugais et autres. Donc, c'est un monde plus ouvert, plus intéressant, et où il y a beaucoup, disons, le marché, disons, du travail et d'intégration très intéressant. Et je trouve que c'est intéressant pour le Maroc de récupérer cette partie, disons, de son histoire, qui à un certain moment, depuis qu'on a instauré la francophonie, ça a joué, ça a pesé. Mais grosso modo, aujourd'hui, la question maroco-espagnole dans le pourtour méditerranéen est, disons, la pierre angulaire de tout assainissement de cette relation et de cet espace. Et donc, voilà, aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de cette coopération et de cette entente parce que c'est très intéressant pour les deux pays. Et ça ne réjouit pas tout le monde, parce qu'il y a eu des voix qui ont, à Madrid d'ailleurs, qui ont critiqué, n'est-ce pas, cette réunion de haut niveau, ce rapprochement, professeur Aliwa. Mais il y a une volonté forte du gouvernement de Pedro Sánchez d'aller au-delà de ces critiques, des critiques qui, rappelons-le, ont mis le doigt sur certaines concessions qu'aurait faites Madrid pour justement renforcer ce partenariat avec le voisin marocain. Pourquoi? Avec ce qu'on vient de suivre avec professeur... Concession, c'est... Selon les... Non, bien sûr, on parle des voix critiques oui, mais bon, du gouvernement. C'est normal, c'est le jeu démocratique. Donc dans le jeu démocratique, effectivement, on va... c'est qu'on politise un sujet, on peut accentuer concessions. Il n'y a pas beaucoup de concessions qui sont faites du côté espagnol. En vérité, à la question initiale que vous avez posée, avant de vous répondre, moi j'aimerais bien inverser les choses. Je crois que c'est important des fois. On dit le Maroc est un partenaire incontournable dans la question des gestions des flux migratoires, mais moi j'ai envie de dire, pour le Maroc, l'Espagne est un partenaire incontournable. En fait, on a besoin les uns des autres pour la simple et bonne raison que la frontière espagnole, c'est la frontière marocaine. Et la frontière marocaine, c'est la frontière espagnole. Donc nous avons 3 voisins avec lesquels nous partageons des frontières en commun. Et avec ces 3 voisins, l'Espagne est un partenaire stratégique pour le Maroc sur les questions, bien sûr, de mobilité, qu'elle soit régulière ou irrégulière, qu'elle soit de migration de résidence ou temporaire, circulaire, tourisme, etc., commerce. On a besoin, bien sûr, d'avoir des liens. Et il se trouve qu'on a un voisin avec lequel on partage la plus grande frontière, notre plus grande frontière, avec lesquels on est complètement en froid et avec lesquels on n'arrive pas à circuler. Et même le gaz n'arrive plus à passer. Il y a de l'eau dans le gaz, comme on pourrait dire, si vous me permettez ce jeu de mots. Donc pour le Maroc, c'est vital. La question de la francophonie ici, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur Zine, parce qu'il ne faut pas oublier tout de même que c'est important pour un pays comme le Maroc d'avoir un ami, un allié comme la France qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec la France, les choses ne sont pas... Voilà, il y a beaucoup de problèmes avec la présidence actuelle française. Et il y a 30 ans, il était normal, ou il y a même plus longtemps, que le Maroc privilégie la France dans tout un nombre d'accords, parce que la France avait plus d'universités que l'Espagne, avait plus de richesses que l'Espagne, avait plus de poids géopolitique de l'Espagne. Jusqu'à l'ONU, il était logique que le Maroc privilégie cette voie. Aujourd'hui, l'Espagne a énormément de choses à offrir. C'est un vrai concurrent de la France. C'est un concurrent de la France et de facto a dépassé la France, notamment sur le volet économique et sur la présence pour le Maroc, économique pour le Maroc, clairement. Oui. Parce que l'Espagne a une économie très dynamique, qui a connu un sale coup avec les subprimes, mais qui a réussi à se régénérer. Et pour l'Espagne, le Maroc est incontournable pour son marché. Et on voit bien comment ça a augmenté. Même, ça a creusé du coup le déficit. Dans la balance commerciale, il y a un déficit en défaveur du Maroc. Mais on a dépassé les 10 milliards d'échanges entre le Maroc et l'Espagne. Et donc l'Espagne compte énormément. C'est-à-dire qu'en dehors de l'UE,
le Maroc est le principal partenaire commercial de l'Espagne. Donc l'Espagne a besoin du Maroc pour son économie, certainement pour la gestion des frontières et de la migration, mais le Maroc a besoin de l'Espagne pour sa propre économie, pour la gestion des frontières et même pour la géopolitique. Exact. Nous allons y revenir parce que c'est très important, parce qu'en termes de géopolitique, maintenant, c'est un peu, et notamment en politique migratoire, vous avez évoqué la France, nous y reviendrons avec cette nouvelle voie, justement, sur l'immigration, qui a été présentée par le ministre de l'Intérieur français, Darmanin. C'était hier matin, en Conseil des ministres. Nous allons y revenir. Béatrice Messa, vous avez participé, vous avez été en compagnie, n'est-ce pas, de cette forte délégation espagnole qui s'est rendue à Rabat. Juste avoir peut-être un retour sur expérience par rapport à cette réunion de haut niveau. Et est-ce que vous avez pu peut-être recenser comme impression de cette délégation espagnole par rapport aux fruits de cette collaboration et cette coopération entre Rabat et Madrid? Bon, évidemment, je commencerai pour dire que nous sommes devant une réunion de haut niveau historique parce que c'est le nombre de ministres qui sont débarqués ici au Maroc. On parle de 12 ministres. Oui. C'est aussi par rapport... C'est la moitié, hein. C'est la moitié du gouvernement espagnol. Effectivement, c'est la moitié du gouvernement espagnol. Et aussi par rapport au nombre des accords bilatéraux. C'est très important. On parle de 24 conventions qui ont été signées pour avancer ensemble dans cette relation bilatérale. Vous avez mentionné le volet migratoire, mais il faut vous dire que si je peux résumer cette réunion, c'est notamment le volet économique qui a prédominé sur l'agenda et on pourra développer doucement pourquoi, non? C'est par rapport à ces horizons qui s'ouvrent au Maroc. D'ici à 2050, le Maroc il va présenter des milliards et des milliards d'euros en licitation, en différents secteurs. Et c'est l'Espagne qui va être privilégiée. C'est intéressant parce que je pense que vous avez raison par rapport à cette hégémonie française. Et donc, je peux dire que suite à ce que j'ai regardé dans cette réunion de haut niveau, déjà, le chef du gouvernement marocain, il s'est exprimé en arabe, pas en français, c'est la première fois. Je pense qu'il voulait lancer un message pour privilégier la voie espagnole par rapport notamment des futurs investissements qui vont se produire dans ces pays et pour continuer dans cette relation d'échange. Vous l'avez dit, c'est un socio hyper important le Maroc. On parle d'une croissance de 30% dans les dernières années, de plus de 10 000 milliards d'euros d'échanges entre l'Espagne et le Maroc. Donc, effectivement, maintenant, avec la nouvelle route, avec la nouvelle base qui est en train de se créer, une nouvelle phase qui est en train de se créer actuellement suite à la crise, on l'a surmontée et on dit maintenant, on ne peut pas se permettre des crises pareilles, pas plus de malentendus. Donc, on va baser la nouvelle relation sur la notion de respect. Ils ont beaucoup insisté sur le respect et beaucoup sur la communication permanente, les flux d'informations permanentes pour jamais reproduire ce qui s'est passé en 2021. Non, et je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle base qui va déconstruire cette francophonie, comme vous l'avez dit, galopante, mais le Maroc nécessite de la France, nécessite de l'Espagne aussi et de l'Europe. Non, le Maroc a toujours choisi aussi la voie de diversification de tous ses partenaires, soit-il sécuritaire, économique ou même géopolitique. C'est-à-dire que effectivement, c'est une voie que le Maroc a choisie et je pense que c'est qui se renforce avec le temps. Justement, il y a une donnée importante parce que vous avez cité quelque chose de très intéressant sur Cervantes et les écoles espagnoles, qu'effectivement, ils sont très limités par rapport à la demande. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, on a signé un accord pour permettre à l'Espagne, pour la première fois dans l'histoire hispano-marocaine, d'ouvrir des lycées privés. Donc, vous savez très bien que la France a cette possibilité, la Belgique, l'Espagne n'a jamais. Donc, pour la première fois, si tout va bien, on aura dans notre avenir des écoles privées, des lycées privés qui vont compenser cette demande par rapport à l'école espagnole. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une autre base. Vous avez insisté sur le volet économique dans le cadre de la vingtaine d'accords qui ont été signés aujourd'hui en marge de cette réunion de haut niveau. Professeur Messa, alors on a le volet économique et on connaît la relation, en tant qu'experte en sécurité, la relation entre sécurité et économie. Si vous pouvez justement nous développer davantage le poids de
de la mise en place d'une base sécuritaire et qui inclut aussi la gestion migratoire, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, et le volet économique. Oui, je pense qu'indépendamment de toutes les crises que nous avons vécues entre l'Espagne et le Maroc, la coopération sécuritaire entre l'Espagne et le Maroc par rapport au contrôle des flux migratoires, aux luttes contre le radicalisme, au terrorisme, au crime organisé, a toujours fonctionné. Hein. Oui. Et ça, je peux vous constater qu'effectivement, il y a une relation très étroite, notamment entre l'intelligence espagnole et marocaine. Il y a un flux d'informations constante qui n'a jamais se senti interrompu malgré tout ce qu'on a vécu dans les dernières années. Donc, ce qui est intéressant, qu'effectivement, suite à cette réunion, on va juste renforcer cette coopération. Et il y a eu des chiffres qui ont été relevés ce matin. Par rapport à cette coopération, il y en a dit qu'une réduction des flux migratoires du sud du Maroc vers les îles Canaries, dont à 80%, le mois de janvier par rapport à janvier 2022. Et si on parle janvier 2022, avant le retour à la normale des relations maroco-diplomatiques, enfin voilà. Maroco-espagnoles sur le volet diplomatique, avant ce 7 avril 2022, avant avec 7 la visite de M. Pedro Sanchez. Oui, c'est vraiment important, ces éléments-là. Mais oui, une réduction des flux migratoires de 80%, une réduction aussi en 60% lorsqu'on parle de la Méditerranée occidentale. Mais c'est des messages politiques, parce qu'évidemment, les flux migratoires, ils vont toujours continuer, ils vont toujours exister. Cette mobilité, on discutera par rapport à cette crise éternelle, parce que je ne pense pas que c'est une crise, c'est une réalité. Parce que si on parle de crise, c'est des crises sans limite, sans fin, effectivement, c'est une mobilité constante qui va toujours exister. Oui. Mais après, elle est utilisée politiquement par l'Espagne, vis-à-vis de la politique domestique aussi en Espagne. Donc, mais bon, on développera tout ça dans Comment, le temps. Comment, justement, vous me facilitez la tâche, professeur Messa, parce que, justement, je voulais mettre en avant, c'est une question qui est très politisée. Comment, selon vous, un rapprochement comme ça, avec des chiffres aussi qui en témoignent, avec la baisse de l'immigration clandestine, peut éventuellement privilégier l'image plus d'un partenaire que d'un fournisseur de migrants? Parce que l'essentiel, n'est-ce pas, des migrations, notamment des migrations clandestines, entre l'Europe et l'Afrique, donc c'est principalement le Maroc et l'Algérie. Alors, j'aimerais bien revenir sur des choses qui ont été dites très vite. Oui, bien sûr. Je n'ai pas parlé d'hégémonie espagnole, française. Non, déjà, le mot hégémonie, je ne vais pas la reprendre, mais bon, c'est quand même un terme assez fort. Je veux bien expliquer, parce qu'on est allé dans une piste qui est la suivante. Moi, je réfléchis toujours Maroc-Maroc. Quand je réfléchis l'autre, je vais réfléchir à partir d'ici et maintenant. Donc, le marché linguistique marocain, il est en train de s'organiser. La première chose qu'on a montré pour démontrer cette organisation, il y a le Conseil supérieur de la langue et des langues et cultures au Maroc, qui est en train de réorganiser tout autour de la langue arabe. À un certain moment, je ne sais pas si vous l'avez lu et si vous l'avez vu circuler, on a dit qu'au Maroc, pour aller plus loin, il faut qu'on enseigne l'arabe d'abord avec la mazirité, avec la mazir. Bien sûr, vous allez voir qu'aujourd'hui, pour avoir la nationalité marocaine, il faut connaître l'arabe et la mazir. La culture amazigh, parce que la langue, elle est en train d'être diffusée. Donc ça, c'est la première chose. Donc on est en train d'axer tout autour de ce qui est marocain. La deuxième, c'est qu'on a demandé, dans les années 80, malheureusement, cette voie elle a été un peu marginalisée, à enseigner à pied égal pour notre histoire le français et l'espagnol. Et pour communiquer avec l'autre, il faut l'anglais. Aujourd'hui, le marché nous a imposé de revenir sur ça. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne l'Espagne, il y a d'abord le monde latino avec qui on partage beaucoup de choses. Je ne cite que le Brésil et le Mexique, par exemple. Et on peut en parler si vous voulez. J'ai déjà travaillé, j'ai des relations, des coopérations. Quand vous dites on partage beaucoup de choses, c'est-à-dire par exemple à travers l'histoire. L'histoire, d'accord. Et surtout, et aussi, je donne un exemple pour le Brésil. Mazagao, ça se trouve au Brésil. Les Mazaganistes sont partis au Portugal, ils sont allés à la map, et Mazagao, ça représente quelque chose. Puis à noter sur YouTube, vous allez voir jusqu'à aujourd'hui comment au Brésil est en train de se développer ce que j'ai appelé la conciliation des mémoires par rapport à Cristianos et Moros, que les voix dissidentes en Espagne, heureusement aujourd'hui, il y a des voix conciliantes. On a des voix qui sont en train, il ne faut pas toujours voir les voix, disons, qui sont en dissonance. Il y a d'autres voix qui sont conciliantes. Donc, voilà le premier chapitre. Alors, je reviens sur un peu
votre question concernant cette coopération, concernant aussi ce besoin des uns et des autres. C'est tout à fait normal quand la force du voisin fait partie de votre force et votre faiblesse fait partie de sa faiblesse. C'est pour ça que les échanges doivent être fortifiés. Et donc, du côté migratoire, aujourd'hui, le Maroc est devenu un pays non pas d'accueil, d'installation, parce que dans le cadre des migrants qui viennent au Maroc, toujours, malgré qu'ils sont régularisés, ils disent « moi, je ne veux rien savoir de l'intégration. Je suis là pour collecter de l'argent, pour aller de l'autre côté. » Parce que pour lui, sa destination, son projet migratoire n'est pas terminé. Et il attend le moment. C'est pour ça qu'on trouve, parmi les personnes qui partent vers l'Europe, on trouve parfois des demandeurs d'asile, des gens qui ont déjà le statut de réfugié, des gens qui sont intégrés et qui ont amassé de l'argent et qui veulent aller de l'autre côté. Le grand problème pour moi, je l'ai dit à un certain moment, que quand on compare ce qui se passe sur le continent africain et ce qui se passe en Amérique latine, on voit qu'en Amérique latine, ces flux migratoires qui vont du sud vers le nord, ils sont bien outillés culturellement, ils essayent un peu de forcer leur pensée pour créer des idées. Par exemple, vous êtes venus de l'Europe, alors nous, on est en train de récupérer nos terres. Il y a les génocides, il y a le droit à la mémoire, il y a beaucoup de choses. Ici en Afrique, malheureusement, ce qui s'est passé, disons, à Ceuta et Melilla, non seulement la première fois, mais aussi la deuxième fois, c'était un encadrement, une déficience d'encadrement qui défend les droits des migrants, mais qui ne défend pas les devoirs des migrants. Et que les discours migratoires en Afrique, il est très pauvre. Il n'est pas bien outillé en matière de droits. On est toujours en train de demander les droits, mais on n'est pas en train de construire. Quand vous dites Afrique, c'est Afrique subsaharienne. Le Maroc n'est pas concerné non, par ça. parce que nous sommes africains, même les Marocains. Non. On s'entend, on a un grand problème. On a un grand problème. Professeur Zine, dans le sens où, quand vous parlez de cette approche, on parle de l'approche de l'Afrique subsaharienne, mais pas celle du Maroc. Même les Marocains qui immigrent de manière entre guillemets régulière, parce que moi je ne les appelle pas des migrants irréguliers, je suis en train de travailler sur ça, je l'appelle des migrants en conflit avec la loi. Parce que la migration, ce n'est pas un phénomène. La migration, c'est beaucoup plus une situation humaine qu'il faut accompagner. Et on a fait beaucoup de plaidoyers et je suis heureux à ce que les représentants des Nations Unies, surtout le président du GFMD, avant la charte, la charte, il a reconnu ça. Donc la migration, ce n'est pas un phénomène qu'il faut combattre, c'est une situation humaine qu'il faut accompagner. Et donc ce ne sont pas des migrants ni clandestins, ni irréguliers, ni sans papier. Ce sont des migrants en conflit avec la loi. Ce qu'il faut changer, c'est la loi. Donc j'ai dit que le Maroc est devenu un pays d'installation. On en parlera. C'est un pays d'installation. Pourquoi? Parce que l'Europe a fermé ses portes. Pourquoi elle a fermé ses portes? À l'encontre des droits humains. Aujourd'hui, on ne vous laisse pas entrer dans le territoire européen, même maritime, pour ne pas avoir accès aux droits reconnus par l'Union européenne. C'est pour ça que Bachelet, il a écrit une lettre à Bruxelles disant « Arrêtez d'envenimer les politiques migratoires en Europe ». Donc, parfois, moi, je suis ce dossier de très près. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut être, disons, sortir de la perception, pour ne pas dire occidentalo-centriste, au moins européocentriste, de la migration. Il faut essayer de voir comment c'est la migration. D'ailleurs, c'est le Maroc qui a plus ou moins démythifié le péril africain. 5 Africains sur 1 quittent, disons un Africain sur 4 quitte l'Afrique. Et les 4 autres sont ici au Maroc. C'est pour ça qu'on est intéressé aux diasporas afro-africaines. Donc vous voyez un peu les choses comment ils sont. Non, mais surtout que l'essentiel de la migration en Afrique se passe en Afrique. Oui, l'essentiel. C'est important et c'est une idée, idée faussée, même des Occidentaux. On va peut-être donner la parole au reste de ce tour de table. Peut-être un commentaire sur cela et aussi comment justement intégrer les plus vulnérables dans cette gestion migratoire, dans cette équation de gestion migratoire. Alors, on revient sur la question quand même maroco-espagnole, parce que c'est important, parce qu'en fait... C'est notre sujet, hein, c'est le sujet d'actualité par excellence. Mais aussi parce que les portes de l'Europe, en fait, c'est un abus de langage, parce qu'il n'y a pas de frontières européennes, il y a en fait une suite de frontières d'États membres de l'Europe. Et donc, effectivement, quand on traverse la frontière marocaine
maroco-espagnole, on dit on traverse la frontière européenne. Et ça pose des vrais soucis parce que, d'abord, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, à Ceuta et Melilla. Donc pour les Européens, ils disent que c'est l'Europe et l'Espagne défend cette idée-là. Mais en fait, dans le droit, dans le fait, Ceuta et Melilla n'est pas partie membre de Schengen. Alors que, justement, pour l'instant, c'est toujours fermé, mais on demande toujours un visa Schengen pour entrer dans Ceuta et Melilla, alors que ça ne fait pas partie de Schengen. C'est des ciudades autonomes, c'est des villes autonomes. Ça ne fait pas partie de l'union douanière. Donc tout ce qui se fait comme commerce, etc., c'est en dehors du droit européen, qui est un des aspects fondamentaux, notamment dans l'espace Schengen, mais au-delà, parce qu'on lève les frontières intérieures entre les États membres, donc la question douanière est une question essentielle. Donc elle doit se reporter en fait sur les frontières extérieures. Sauf que ces frontières extérieures, elles ont encore aujourd'hui du mal à être coordonnées. Les Italiens se débrouillent entre Italiens, les Espagnols se débrouillent entre Espagnols, les Grecs se débrouillent entre Grecs, et on appelle, quand ils en ont besoin, à la rescousse, parfois en instrumentalisant, ou des fois ils en ont vraiment besoin, les autres pays membres qui, lorsqu'ils sont au nord, les regardent de haut et ne font rien pour les aider. Par exemple, l'Allemagne, qui n'a pas trouvé une solution à l'époque où il y avait la guerre en Syrie pour permettre un corridor humanitaire, alors que l'Allemagne a régularisé pratiquement 1 million de Syriens. Et donc, elle a laissé d'autres pays membres comme la Grèce ou la Bulgarie dans des situations très dures, où il y avait une pression migratoire énorme, parce que c'est des gens qui cherchaient à sauver leur vie, en sachant en fait que de toute façon, elle allait les accueillir. Voilà. Au Maroc, on est très loin, très très loin de ces chiffres-là. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, c'est un problème de proportion. Hein. Tout à fait. Et donc, quand on dit 50 000 et qu'on dit 5 millions, on en entend 5, on a l'impression que c'est pareil. Si vous faites 50 000 secondes et vous faites 5 millions de secondes, vous avez une différence entre quelques jours et quelques années. D'accord ? C'est énorme, la différence, les proportions sont importantes. Donc, l'Europe est une terre d'accueil pour un nombre très important de migrants, principalement d'abord les migrants européens eux-mêmes qui migrent à l'intérieur. Et dans le cas maroco-espagnol, maroco-ibérique, on est dans des échanges de population assez importants, plus évidemment du côté marocain vers le côté espagnol, qui devient le deuxième pays d'installation des Marocains à l'étranger. Ça pèse parce Près que... de 1 million de Marocains installés en Espagne, Voilà. de façon régulière. Quand on compte leurs enfants, parce que voilà, donc ils n'ont pas migré. Entre ceux qui ont migré et ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui sont nés, on se rapproche du million. Là où en France, on est à 1,5 million. Donc on se rapproche très vite de la France et ça joue. Parce que quand les sociétés sont connectées, forcément, ça transforme les choses. La question aussi, vous parliez du multilatéralisme marocain. Bien sûr, on a toujours essayé, notre pays, d'être avec le plus de voix possible. Mais les faits sont têtus. Si on regarde les faits historiques, pendant très longtemps, le Maroc était essentiellement en échange économique, en relations diplomatiques avec la France. C'était le partenaire principal de loin, dans tous les niveaux. Donc c'est logique qu'il y ait un tel impact aussi de la francophonie ou d'autres éléments. Et donc que ce soit par exemple les personnes qui s'installent, que ce soit les couples mixtes, que ce soit la balance commerciale, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit la formation des cadres. Vous prenez tous les technocrates marocains à 80%, ils ont été formés où ? En France. Et c'est eux qui dirigent les grandes entreprises, ils sont même au gouvernement, etc. Donc il y a ici une France dépendance qui a été remise en cause pour plusieurs raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer. Et il est logique que le Maroc regarde du côté de l'Espagne, qui aujourd'hui devient réellement un partenaire, où nos étudiants, comme nous à l'UIR, on a tout un ensemble de partenariats avec les universités espagnoles. On reçoit des doctorants ou des étudiants qui font des travaux sur la région chez nous, on les accompagne, et ils reçoivent nos étudiants dans différentes universités. On a à peu près 17 universités avec lesquelles nous travaillons. Et au-delà de mon université, l'UIR, en fait, quand vous regardez, on a un nombre d'étudiants marocains en Espagne qui ne cesse d'augmenter. Donc, avec le temps, forcément... Et la question est justement la problématique des visas en France a encouragé plus de parents à se diriger vers d'autres destinations pour les études de leurs enfants, et notamment l'Espagne, mais pas que. C'est-à-dire que ça a joué en faveur de... Exactement, c'est tout à fait logique. Et puis, il faut le rappeler quand même, l'Espagne n'a pas adopté cette approche française de limiter le nombre de visas octroyés
au Maroc, enfin en tout cas pour tous les pays maghrébins, le Maroc n'était pas un cas isolé. Non, la politique française est incompréhensible. Si vous regardez, on va parler de la France alors qu'on n'est pas, mais si vous regardez, c'est le seul pays, par exemple, qui produit autant d'obligations à quitter le territoire. On a à peu près 120 000, entre 110 000 et 100 000. C'est 5 fois plus que l'Allemagne, beaucoup plus que l'Espagne, c'est plus que n'importe quel pays européen. Donc on a, depuis au moins Nicolas Sarkozy, ça s'est accéléré avec Emmanuel Macron, qui est dans son deuxième mandat, on a qui n'est pas de droite. Hein. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est accéléré. Mais même sous Aznar, on n'avait pas, qui était du PP, de droite, on n'avait pas autant d'expulsions. C'est-à-dire que, imaginez, vous déportez 100 000 personnes par an. Enfin, je veux dire, et ça risque d'être renforcé avec ce nouveau projet de loi. Mais en tout cas, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Juste pour revenir à ma question, l'intégration des plus vulnérables dans l'équation de la gestion migratoire, professeur Aliouane. Ici, il faut faire très attention. C'est-à-dire que le Maroc a une responsabilité double. Il a une responsabilité vis-à-vis de son voisin, l'Espagne, puisque nous avons une frontière en commun. Il est logique que nous partagions son contrôle en commun, mais il a aussi une responsabilité vis-à-vis de ses engagements nationaux en termes de respect des droits de l'homme, puisqu'on a une nouvelle constitution, enfin, aujourd'hui, qui n'est pas si nouvelle, mais on l'appelle encore nouvelle parce qu'il y a une somme de lois dans le code pénal. Une constitution, 12 ans, c'est jeune. Hein. Oui, mais sauf qu'on n'a pas toutes les lois organiques qui accompagnent. On n'est même pas sur les décrets d'application. Voilà, on a les trois. Surtout en matière de migration, il y a quatre. On n'a pas mis à jour notre. Donc le Maroc, déjà, ce n'est pas international parce qu'on pense faire plaisir aux autres. On doit déjà, par rapport à notre voisin, gérer ça, mais on doit aussi, par rapport à nos engagements vis-à-vis des citoyens marocains qui ont voté pour cette constitution, on doit se respecter, de changer les lois, d'établir les règles, d'avoir un plus grand respect des droits de l'homme. Et dans les droits humains, il y a bien sûr les droits des migrants. Et il y a aussi la responsabilité vis-à-vis des partenaires africains. Et donc nous devons, pour les plus vulnérables, trouver une solution d'installation, d'accueil, d'intégration. De toute façon, tout ça, c'est la même chose parce qu'on ne sait pas si les personnes veulent partir ou pas. Des gens disent « je ne veux pas rester » et ils finissent par rester. Et des gens disent « je veux rester » et ils finissent par partir. La vie, c'est compliqué. Si vous prenez les Marocains qui sont allés en Espagne ou en France, au début, ils disent « je ne veux pas rester, je fais un peu d'argent et je repars ». Et ils sont encore aujourd'hui, ils deviennent même espagnols, ils ont des enfants, ils parlent espagnol, ils ne veulent plus revenir au Maroc et c'est compliqué. Alors que si vous les écoutez il y a 15 ans, ils disent non, c'est juste je travaille un peu et je rentre. Donc on ne sait pas, le projet migratoire, il est toujours dans le temps long, on ne peut pas le savoir. Et dans les travaux que j'ai menés, j'ai trouvé que plus de 60% des personnes ont choisi de rester au Maroc. Mais entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils vont faire, évidemment, on peut faire évoluer. Mais le Maroc se doit, puisque des gens ont choisi notre pays, se doit de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour mieux les accueillir. Mais en même temps qu'il y a cet accueil, il y a en même temps des gens qui continuent à arriver pour passer de l'autre côté. Est-ce que l'Espagne doit également changer ses lois migratoires, selon vous? Peut-être. Oui, non, parce que vous parlez, merci beaucoup. Vous parlez beaucoup sur la migration, vous l'avez dit, en conflit avec la loi, la migration irrégulière. Mais il faut faire attention maintenant parce que dans ce cadre de nouvelles relations bilatérales aussi, il ne faut pas oublier que maintenant, on va aller vers une migration circulaire beaucoup plus puissante, okay, et aussi une migration stable. On parle, politiquement, il s'est dit migration stable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si bien dans les dernières années, ce qui s'est passé, que nous avons envoyé 17 000 Marocaines à travailler dans l'agriculture, à la fraise, en Andalousie, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport aux les droits de ces migrants femmes, mais il faut que je vous dise aussi que lors de la rencontre, ce qui était clair, que tout est sous la garantie totale pour que jamais aussi on produit une sorte de violation de nos femmes marocaines dans la campagne andalouse. Donc ce qui est intéressant, déjà la protection des droits de nos migrants femmes. Deuxième des choses, la remontation de salaire dans un 30%. C'est vraiment important aussi. Et ce qui va se passer dans l'avenir imminent, qu'on va passer d'une migration circulaire par rapport à la campagne andalouse, de la fraise, à d'autres secteurs importants en Espagne, comme par exemple la hôtellerie, entre autres. Les services. Et c'est important parce que, je ne sais pas, j'imagine que c'est un phénomène aussi qui s'est produit dans toute l'Europe, mais actuellement en Espagne, il y a une crise profonde parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre, pas seulement pour la fraise.
sinon pour le jardinage, pour la hôtellerie, pour peindre un mur, pour la construction. Pour la santé, professeur Messa. Est-ce que l'Espagne aujourd'hui fait face, comme dans le reste de l'Europe, à un manque dans des secteurs qui sont vitaux, comme celui de la santé? Ce n'est pas un manque, c'est un problème économique. En fait, ce qui se passe, il y a tout un secteur en médecine, par exemple, qui est très mal payé en Espagne et que cherche à aller ailleurs pour améliorer ses conditions économiques. D'où, justement, cette migration aussi. Et oui, circulaire, à la rigueur. Ce mouvement circulaire de tout le monde, finalement. En gros, aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement de toutes les nationalités. Effectivement, mais ce qui est vraiment important, encore une fois, que l'Espagne il aura besoin d'une demande de main-d'œuvre étrangère, comme les années 60, 70, 80 en Allemagne, en Belgique, en France. Donc c'est nous maintenant qu'on va commencer à demander la main-d'œuvre régulière. On a besoin de passer par cette circulation. Et pas que circulation, ça va être aussi stable. Pourquoi que circulation? Je peux demander la main-d'œuvre de quelqu'un, j'ai un besoin dans ma compagnie, dans ma société, donc je vais la contracter pour s'installer ici en Espagne, jusqu'à elle ou lui, il veut retourner. Non, de tout ça a été discuté lors de la rencontre entre l'Espagne et le Maroc, et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Donc, migration stable, migration circulaire, et on va continuer à développer ces deux volets. Quelle est la différence entre, justement, cette migration circulaire ou la mobilité circulaire et la migration choisie? Professeur Zé. Je pense que la migration, elle a été toujours choisie. Je reviens seulement pour la question de la médecine. Elle a toujours été choisie? Non, oui, je vais expliquer. Pour la question, par exemple, dans certains secteurs, ils sont beaucoup plus longs. Par exemple, la médecine, il y a le protocole. Si vous êtes formé dans des écoles françaises, par exemple, ou marocaines, et vous allez dans des pays anglo-saxons, il faut complètement suivre des formations pour comprendre le protocole, pour devenir médecin. Vous voyez un peu la médecine, ce n'est pas la même chose que les bâtiments, les fraises ou autre chose. Donc il y a certains secteurs où c'est beaucoup plus long et il faut attendre. Ce n'est pas quand on est médecin comme quand on est paramédical. C'est vrai, au niveau de la santé, le paramédical, on embauche beaucoup. Mais les médecins, on n'embauche pas beaucoup parce qu'il y a cette question de formation. Donc je reviens pour la migration choisie. Déjà au Maroc, malheureusement, la mémoire n'est pas, on ne cherche pas beaucoup dans notre mémoire. Déjà, à l'époque où les Marocains immigraient à partir de Casablanca vers la France, il y avait une pièce de théâtre, le Gerbef el Mizan, l'outre dans la balance, où on parle, si jamais vous avez vu le film Mandingo, on parle dans cette pièce théâtrale de ces Marocains qui sont choisis non pas parce qu'ils sont intelligents, mais ils sont forts, costauds pour aller travailler au Renault, dans les mines, etc., etc. On pèse leurs biceps, leur stature, ce qu'ils sont. Donc c'était une migration, toujours la migration, elle a été choisie. Par exemple, si vous prenez la carte verte, que les uns et les autres appellent l'auto, il n'y a pas de loto. Il y a un logiciel qui choisit les gens selon ce que le loto est dans la catégorie et non pas dans le hasard, dans le groupe. Donc déjà, parfois... Peut-être choisi, c'est plus intellectuel aujourd'hui. Oui, non, choisi, c'est parce que quand on met entre ce qui est force intellectuelle et ce qui est force musculaire, c'est pour ça qu'on dit choisi. Et en même temps, aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin des cerveaux, entre guillemets, de la matière grise que seulement de... Mais on en a besoin encore, par exemple, dans certains secteurs. Donc ça, c'est la première chose concernant cette migration choisie. Alors, pour les changements qui sont en train de se faire dans la migration, par exemple par rapport aux circulaires, pendulaires, saisonnières et autres, tous ces concepts, aujourd'hui, dans le cadre, disons, du management international de la migration, il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme business, qui est en train, de ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue, qui est en train de placer certains critères au niveau international. Je donne un exemple simple. À un certain moment, on a parlé de Qatar, comme quoi il ne respecte pas les droits des migrants et tout. La France est rattrapée par ça dernièrement en ce qui concerne un peu ces migrants qui sont, entre guillemets, irréguliers, en conflit avec la loi, clandestins, sans papier, appelez-le comme vous voulez, qui ont travaillé dans certains secteurs et on a fermé les yeux. Et ce n'est pas seulement, disons, la France. Il y a aussi la question de l'Italie. On ne pouvait pas y avoir en Libye
disons, cette question de traite humaine si jamais on n'a pas pu utiliser certains moyens qui ne sont pas légaux pour arrêter la migration. Quand on a commencé à financer les bandes, disons, de personnes on n'a pas discuté avec l'État et avec les représentants de l'État, mais on a versé beaucoup d'argent. Oui, mais bon, on connaît la situation politique en Libye, déjà oui, pour discuter avec les représentants de l'État. Mais les Italiens, on travaille, comme aujourd'hui, quand on voit ce qu'a fait, par exemple, pour les migrants qui sont en détresse en pleine Méditerranée, quand vous les récupérez, il faut venir à terre, déposer les autres et ne pas récupérer sur la route d'autres. Si vous trouvez d'autres, vous n'avez pas le droit de les prendre dans le navire. Donc ça, c'est un peu le... Donc on voit comment l'Europe, en gros, et là pourquoi je parle aussi de l'Europe en parlant de l'Espagne, parce que la relation maroco-espagnole, c'est une relation à double étage. Il y a le Maroc et l'Espagne, c'est bilatéral, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a l'Espagne dans le cadre de l'Union européenne. Ouais. Par exemple, ce qui s'est passé à Ceuta, le Parlement européen, il l'a vu comme migration. Ce n'était pas de la migration, ça n'a rien à voir avec la migration. Et d'ailleurs, vous avez vu que c'était seulement des Marocains qui ont traversé. Ce n'est pas des Africains ou des Subsahariens ou autres. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Et le Maroc et l'Espagne connaissent, disons, leur langage diplomatique. Et chacun utilise l'information pour parler avec, disons, son voisin, son partenaire, ils ont un dictionnaire. Et chacun utilise les choses. Alors, en parlant de cela, il y a cette question des mineurs non accompagnés. Hein. Oui, alors pour les mineurs non accompagnés, c'est un grand problème, non seulement pour le Maroc afin de récupérer ces mineurs, mais aussi pour le processus légal de retour en ce qui concerne ces jeunes. Et donc, le grand problème, c'est que, c'est connaître comment ces jeunes sont des Marocains, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quel est le processus. Et le processus en Espagne, c'est un processus assez lent. Et parfois, il y a des interférences entre sociétés civiles, parfois on l'instrumentalise politiquement. C'est ça. Parce que la majorité, je dis ça, oui. On a lancé une étude, disons, beaucoup plus, c'était un forum de débat autour des mineurs non accompagnés à Melilla. Et on a constaté, d'ailleurs, que la majorité des mineurs, c'est des zones environnantes de Melilla. Et le problème, ce ne sont pas de véritables, disons, migrants mineurs, mais c'est beaucoup plus des fugues, des enfants de la rue qui n'ont pas trouvé des refuges et des lieux. Donc il faut essayer un peu d'étudier tout cela et avoir des politiques adéquates parce que au niveau marocain, on n'a pas les mêmes mécanismes que, disons, en Espagne ou en Europe en général pour récupérer ces enfants. Donc il y a un discours ou plutôt une communication qu'il faut, disons, comment dirais-je, avoir le même dictionnaire, avoir les mêmes approches et les mêmes fondements. Au moins, comme je l'ai dit toujours, il faut essayer de privilégier, disons, le bien fondé de l'enfant en lui-même, du mineur, et non pas l'instrumentaliser politiquement. C'est pour ça qu'on trouve, aujourd'hui on va les donner, non, demain, non, il ne faut pas donner. D'ailleurs, ceux qui ont été rapatriés, certaines franges politiques et autres représentants, dans le cadre, disons, des structures de l'État espagnol, n'étaient pas d'accord. Donc, vous voyez un peu. D'accord. Je vais peut-être faire réagir, professeur Messa, sur cette question des mineurs. Est-ce que ça a été discuté pendant cette réunion de haut niveau? J'ai essayé de savoir si effectivement il a été discuté, mais c'est un sujet très sensible. Oui. Et c'est un faux problème. Hein. C'est un vrai faux problème par rapport au nombre de mineurs qui sont en Espagne, mais effectivement, toute la polémique, c'est par rapport à ce retour avec des garanties. Donc on reste là, et je peux vous dire qu'il n'y a pas vraiment de retour des mineurs de l'Espagne au Maroc, même pas des adultes. Et ça, il y a toute une polémique que j'imagine qui était présentée par le ministre Marlaska ce matin sur le retour, sur la dévolution des migrants sans papier. Il y a beaucoup de problèmes bureaucratiques pour pouvoir... Et là, je ne sais pas si vous avez suivi le dossier
de ce jeune Marocain qui était affecté mentalement et qui a tué un prêtre à l'église. C'est le cas d'un Marocain qui n'avait pas de papier et qui était déjà censé par les autorités espagnoles pour faire un retour, mais il y avait beaucoup de problèmes bureaucratiques pour faire vous retourner. Pensez que le rapprochement Et va donc, peut-être baisser cette bureaucratie qu'il y a afin de faciliter, peut-être fluidifier justement les procédures? Je pense qu'on Des deux aura côtés, beaucoup hein, plus du de côté cas. de- Oui, parce que finalement, c'est une responsabilité bilatérale. Une responsabilité bilatérale, et il y a des problèmes administratifs qui vont effectivement ralentir ce processus de retour. Mais effectivement, ils travaillent tous les deux ensemble pour améliorer, pour faciliter. Mais il n'y aura pas vraiment de vagues des Marocains qui vont retourner. Non, non, je ne pense pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a un panorama différent, dans le sens que ce qu'on cherche, finalement, c'est des Marocains qui vont s'installer en Espagne, en Europe, précisément pour ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a une vraie demande de cette main-d'œuvre. Je suis en train de dire qu'il y a des grandes sociétés espagnoles, de l'extrême droite, et là, la paradoxe, c'est des grands entrepreneurs espagnols qui votent l'extrême droite, mais qui ont besoin des migrants marocains, par exemple. Là, c'est intéressant, parce que c'est ça le débat actuellement. Et après, il y a aussi toute la question identitaire qui est touchée. Mais vous savez très bien, dans ce monde globalisé, où on est, et vers où nous allons, non? Et donc voilà, tout ça, c'est le débat actuel. Mais effectivement, je peux vous dire que la question des mineurs, c'est un faux problème. Et voilà, je voulais mentionner quelque chose qui était important par rapport à ce dossier-là, mais ça va venir. Voilà, ça va venir. reprendre l'idée. On n'a pas parlé des moyens qui sont mis en place, qui sont mobilisés. Il y a des moyens financiers, il y a des moyens logistiques. Professeur Mehdi Aliwa, comment ça se passe sur le terrain? C'est-à-dire les moyens logistiques par rapport à quoi? Par rapport à la gestion des flux migratoires. Ah oui, c'est notre sujet aujourd'hui. Non, je sais bien. Oui, non, c'est vrai. Mais comment on est passé En fait, le souci principal, c'est que ici, c'est plus la gestion des flux migratoires. Les moyens sont mis dans la gestion des frontières. Parce que si on doit gérer les flux migratoires, ça veut dire qu'on a par exemple des centres d'accueil, des centres d'hébergement d'urgence. Ça veut dire qu'on peut bien sûr avoir la dimension sécuritaire. Tout État doit savoir qui rentre, qui sort, c'est un peu logique. Mais ensuite, il y a tout ce qui va avec, pour cette gestion-là, de l'accompagnement, des centres comme les CETI en Espagne, par exemple. Ici, il n'y a rien qui est co-géré. Donc il y a des flux d'informations, mais l'Espagne souveraine fait ce qu'elle veut et le Maroc souverain fait ce qu'il veut. Prenons par exemple la question des mineurs, parce que c'est un vrai faux débat. Mais pourquoi il est faux? Parce qu'en fait c'est un débat domestique, c'est un problème espagnol, comme c'est un problème d'ailleurs en France ou ailleurs en Europe. Ici, le problème principal, c'est que le Maroc ne dit pas qu'il ne veut pas réadmettre, ce n'est pas administratif. Mais qu'est-ce qu'il va faire? On va lui envoyer des enfants. Un, est-ce que c'est vraiment des enfants marocains? Deux, quand le policier marocain va récupérer un enfant, est-ce qu'il va être menotté? Je ne sais pas comment ils vont le ramener ici. À qui il va le donner, cet enfant? Il va le remettre dans la rue. C'est très compliqué. L'Espagne a d'autres moyens juridiques, etc., de pouvoir gérer cette question-là. Les moyens, vous parlez de moyens, si l'Espagne donne des moyens au Maroc, c'est pour avoir des jumelles, pour avoir des uniformes, pour contrôler la frontière. Mais on aimerait des moyens, par exemple, pour cette migration circulaire, pour permettre aux femmes marocaines d'être mieux accueillies, ou des inspecteurs du travail pour empêcher... Exactement, parce qu'on n'a pas parlé des conditions, n'est-ce pas, de cette oui, mais c'est migration. Mais ce qui est terrible, c'est les conditions ici. C'est-à-dire que comme elles sont des fois payées qu'aux 50 dirhams la journée, elles vont se jeter sur les accords, sur ces possibilités d'aller cueillir les fraises, où elles seront bien mieux payées, mais toujours moins bien que si elles étaient marocaines, résidentes, installées en Espagne, elles seraient mieux payées, avec plus de droits. Donc il y a quelque chose, il y a des zones ici qui sont problématiques. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Vous avez retrouvé votre idée, professeur Messa, pour finir, il nous reste 30 secondes. Mais c'est juste parce que c'est hyper important. Et écoutez, c'est vraiment réglé le problème des conditions. C'est pas parce que je suis espagnole, hein. C'est régler le problème des conditions, de logement, de salaire de nous femmes migrants qui font partie de cette circulation migratoire actuellement. Ça s'est réglé suite à beaucoup de discussions de travail ensemble. Et maintenant, il y a 17 000 Marocains qui vont partir en Andalousie dans des bonnes conditions. Et on n'a pas beaucoup... C'est pas réglé. Par exemple, les Espagnols choisissent, là je suis en désaccord avec ma collègue, les Espagnols choisissent des femmes mariées avec des enfants pour s'assurer que... C'est-à-dire qu'il y a quand même ici un biais
qui est dans la façon dont on sélectionne les gens pour s'assurer par un prisme sécuritaire. Oui, mais les gens ne veulent pas non-installés. partir à l'agriculture. Hein. Non, Si vous faites mais c'est ANAP qui reçoit des dossiers mais il y a une de beaucoup chose. d'émigrants femmes. Et c'est vraiment des femmes qui sont effectivement mariées, qui ont des enfants parce qu'ils ont besoin de payer la scolarité des Très bien. enfants, ils ont besoin de construire une maison. Je pense que Et l'idée là- est claire. Ouais. Je pense que l'idée est claire, mais il nous reste plus de temps. Je vais En un poser- mot, en, professeur Zip. en un mot, je vais essayer de terminer avec ces deux remarques. Un, la loi, même si elle est bonne, ce qui est très intéressant, c'est l'application. Parce que là, c'est le grand problème. On Mais a ça tout à s'applique l'heure parlé, maintenant. pour nous, Non, les la Marocains, dignité des femmes marocaines, la Constitution de 2011 jusqu'à aujourd'hui, elle est handicapée. Il n'y a pas de loi d'application. Ça, c'est un. Deux, quand on compare un peu les lois, pourquoi on demande un peu de réformer les lois? Quand on voit la loi de la migration et la loi sur l'asile, parfois pour faire certaines choses dans la loi d'asile, tu es handicapé par la loi de la migration. Donc vous voyez un peu, Oui, bien sûr, mais- on Merci. n'avance pas même. non, vraiment, on a- Je termine sur cette idée-là. Professeur La Zip, sécurité on seule, déborde déjà. la sécurité seule, elle est nécessaire, mais elle est obligatoire, mais il ne répond pas, il est insuffisant. Malheureusement, il nous faut plus de 52 minutes pour traiter de toutes les questions qui sont relatives à la migration. En tout cas, j'espère que nous avons répondu aux questions essentielles relatives à cette question migratoire et à ce rapprochement, à cette réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne. Merci beaucoup, professeur Merci. Abdel Fattah Azzine. Merci, professeur Béatrice Messa. Merci Et à à vous. vous également, mes remerciements, professeur Merci. Nedia Eliwa. Merci d'avoir enrichi ce débat qui était quand même très dynamique aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée.